Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie Evelyne Ferron. Bonjour! Evelyne, aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet que tu as choisi et je suis surprise que tu avais le goût de parler de ça. De quoi on va parler? Jack l'Éventreur, mais je suis surprise que tu sois surprise. Toi qui aimes tant les histoires de crimes, là, j'ai fait « Ah, attends une minute, pourquoi elle est surprise de ça? » mais moi, j'adore les histoires de crimes. Jack l'Éventreur, tu sais, j'ai écouté, évidemment, bon, il y a plein de séries qui ont été faites sur lui, il y a des films qui ont été faits sur lui, j'ai lu même un roman graphique, là. Je sais pas c'est quoi la différence entre un roman graphique et une bande dessinée, pour être bien honnête, mais From Hell, j'ai lu ça aussi, tu sais, qui ont des théories sur qui était Jack l'Éventreur. Fait que moi, c'est un sujet, tu sais, que je connais puis que j'ai sur lequel j'ai beaucoup lu et été divertie, mais j'étais surprise que toi, t'avais le goût de parler de ça. Ben, il est très dans l'actualité, en fait, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que par le passé, où il y avait plus une fascination pour les crimes, essayer de découvrir son identité. Ça va toujours rester, malgré les théories, il y a toujours quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle théorie. Bon, on manque trop, en fait, de données scientifiques puis d'éléments pour vraiment pouvoir dire hors de tout doute qui est la personne qui commettait tous ces crimes. Mais c'est que récemment, il est revenu dans l'actualité pour... ça, c'est ce qu'on appelle un peu la révision de l'histoire. C'est que souvent, à la lumière de l'évolution de la pensée moderne, comment les gens pensent, réfléchissent, on va souvent aller relire un peu l'histoire et dire « Ah ben ça, c'était un exemple de X ». Et donc ici, on parle de féminicide parce que pendant longtemps, parce que ces femmes-là étaient des prostituées, il faut quand même le dire, on les voyait pas nécessairement comme des femmes à même égalité que si Jack l'Éventreur s'était attaqué à des femmes de la haute société ou s'il s'était attaqué même à des commerçantes qui avaient donc un métier digne du point de vue de la société. Donc, le mot féminicide n'a pas été utilisé avant, je dirais, 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans seulement qu'il y a des historiennes, il faut dire que ça vient des femmes d'ailleurs comme initiative, où on s'est dit, ben écoutez, quand on lit ça, on voit vraiment que c'est une haine envers les femmes. Surtout qu'à la fin, il va très loin dans ce qu'il enlève. Là, il s'attaque à l'utérus, il s'attaque au système reproducteur féminin aussi. Il défigure les femmes à la fin quand il devient de plus en plus agressif dans sa façon de faire. Mais il n'y a pas d'hommes dans ses victimes. Ce ne sont que des femmes. Et des femmes qui sont en situation de faiblesse en plus. Parce que, bon, quand elles sont prostituées, le métier fait en sorte qu'elles sont déjà en danger d'avance. Elles sont moins sur garde. On parle de prostitution à la fin des années 1880, tournant en 1890. Je veux dire, c'est pas des métiers standardisés comme on peut le trouver, mettons, aujourd'hui dans plusieurs pays où il y a quand même une forme de protection quand même des travailleuses du sexe, comme on va les appeler. Et ces femmes-là, souvent, ben, pour se réchauffer en faisant toute la nuit, ben, elles boivent. L'alcool sert à réchauffer. Donc, elles sont vraiment des victimes idéales pour quelqu'un qui en veut aux femmes et qui veut s'attaquer aux femmes. Et ça n'a pas été mis en évidence tant que ça pendant longtemps dans les livres d'histoire sur Jack l'Éventreur. C'est vraiment une nouvelle vision. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as une historienne récemment aussi qui a appelé le livre The Five, les 5, et qui a décidé de faire la biographie du mieux qu'elle le pouvait de ces femmes-là pour leur donner un nom et qu'elles ne soient pas justement... juste les victimes. Ouais. Voilà, qu'elles aient un nom et qu'on ait un peu une idée d'où elles viennent, de leur famille, etc. Fait que c'est un peu là-dessus, en fait, pourquoi je le trouve intéressant, c'est plus parce que maintenant, les crimes, on parle des victimes, on s'intéresse au contexte de pauvreté, on ne glorifie plus nécessairement Jack l'Éventreur comme ça a déjà été le cas. Et il faut dire qu'il y a eu des analyses aussi des lettres qui ont été envoyées, parce que ça, on a les archives qui ont été envoyées dans les journaux, et on sait aujourd'hui que la première, ben c'est une fausse nouvelle aussi, que la première qui est Dear Boss, où il signe Jack the Ripper, ben c'est le journaliste en question qui l'a écrite. Alors, c'était un coup fumant pour battre la compétition à une époque où les journaux étaient dans leur âge d'or, en Angleterre, mais même aux États-Unis, de dire « Hey, nous, on a reçu une lettre. » Le surnom Jack the Ripper ne vient même pas de Jack the Ripper. C'est ça, bingo. Alors, ça, c'est très récent aussi. C'est des spécialistes en graphologie. Ça a été passé dans plein de logiciels informatiques, puis on a réussi à se rendre compte que la main d'écriture, la façon de produire les lettres était exactement la même main d'écriture que le journaliste qui avait sorti le scoop.
il savait comment travailler avec l'opinion publique. Donc, je dirais que Jack l'Éventreur est réétudié aussi dans l'angle de cet âge d'or des journaux où il y avait une compétition très forte et où on cherchait le scoop et on essayait de battre la compétition le plus possible. Ce surnom qui fascine tant, comme « Wow, Jack l'Éventreur, c'est tellement cool! » Ben voilà, c'est pas lui qui se l'est donné. Il était pas narcissique, en fait, au point de dire « Hey, je m'appelle Jack the Ripper. » Peut-être qu'il était fâché, tu sais, peut-être qu'il était comme « Ah, man, c'est ça mon surnom, c'est vraiment pas de même que je voulais me faire appeler. » Peut-être, parce que la lettre from hell qui va être envoyée après, elle, par contre, malgré les analyses, ben c'est sûr qu'elle a pas été écrite par les journalistes qui les ont reçus. De ça, on en est certain. Donc, est-ce que c'est vraiment le criminel qui l'a envoyé? Il y a quand même plus de certitude à cet égard qu'il a été un peu offusqué que quelqu'un lui vole son Steal Your Thunder, tu sais, qu'il vole un peu son feu et lui donne un titre. Donc, il a peut-être vraiment réagi. C'est peut-être lui qui l'a écrite, mais comme on connaît pas vraiment hors de tout doute son identité et qu'on n'a peut-être pas pour les candidats possibles. Les traces écrites pour comparer. Les traces écrites, tu sais, je veux dire, on n'arrivera jamais à une conclusion par rapport à ça. Mais ça montre qu'on est rendu dans les années, tu sais, fin des années, à partir de 2017, là, avec aussi les technologies informatiques et tout ça, on a quand même, il y a des changements qui ont été apportés à cette histoire-là, mais c'est ça, c'est une révision, une façon de la regarder autrement. Fait que voilà pourquoi moi j'étais intéressée par Jack l'Éventreur. Mais toi, d'habitude, je te connais, t'aimes plus les histoires de crimes que moi. Oui! Mais effectivement, tu sais, moi j'ai écouté, comme je te disais, là, tu sais, plein de séries télé, plein de films, plein de trucs dérivés aussi, puis c'est ça que je trouve dur avec des histoires comme ça qui se sont vraiment emparées de l'imaginaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, c'est qui les vrais suspects potentiels, c'est qui les vrais policiers qui ont travaillé là-dessus, les victimes, comment ça s'est passé, tu sais, d'une fois à l'autre, j'ai l'impression que les auteurs rajoutent un peu toujours leur image, bouchent les trous comme ils peuvent, fait que ça devient difficile de décortiquer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Mais pourquoi, d'après toi, il a arrêté de tuer? Moi, je pense que le dernier crime était tellement épouvantable, il a tellement tout donné ce qu'il y avait à donner sur la dernière victime, je dois être défiguré, il n'y a plus rien, là. Je veux dire, les images sont... D'ailleurs, les photos qu'on a, même si c'est en noir et blanc et d'une qualité médiocre, parce que la photographie n'est pas encore de haute qualité à l'époque, moi, je suspecte que c'est ça, tu sais, je veux dire, il savait qu'il y avait des risques, là, on se rapproche de lui, donc il a bougé, il est parti. Clairement, il a quitté les lieux pour ne pas être retrouvé, mais il était rendu un peu moins, je dirais, méticuleux aussi. Le rythme s'accélérait, donc on sent qu'il était vraiment en colère, puis qu'il essayait peut-être de dépenser cette rage qu'il avait en lui, donc sentant la soupe chaude, moi je crois qu'il a quitté, mais je veux dire, c'est encore une fois très hypothétique, on sait pas. Est-ce que tu penses qu'il a, mettons, déménagé puis qu'il a commis ce même genre de crime, mais ailleurs? Parce que, tu sais, avant, là, tout n'était pas lié. Je veux dire, encore aujourd'hui, il découvre des crimes commis par une seule et même personne, mais parce qu'elle s'est déplacée au Canada, aux États-Unis, sur différents territoires, ben whoop, on fait des liens. Penses-tu qu'il a pu continuer à tuer, mais juste ailleurs? Tu sais, quand on regarde les façons de faire et les types de crimes, c'est sûr que même dans le secteur où il était, dans Whitechapel, il y avait eu beaucoup d'autres agressions contre des femmes et des meurtres avant que lui commence à faire celui qu'on appelle du Canonical Five, là, les 5 canoniques, donc les 5 qu'il va attaquer en peu de temps. Là, on parle de 88, 91, là, tu sais, il fait ça quand même assez rapidement, mais il y avait eu d'autres meurtres avant qui étaient sous enquête, puis il y a quand même encore un doute, en fait, qu'il y a eu 2 meurtres dans le quartier de Whitechapel qui a pu être lui, mais où le modus operandi, ou du moins la façon de faire est différente. Et peut-être qu'il s'essayait, tu sais, qu'il essayait des choses, sa technique était peut-être pas assez affinée, je te dirais, mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont essayé de fouiller des archives policières d'ailleurs, parce que bon, la théorie la plus solide sur son identité, c'est le barbier polonais, là. Ben, il y a plein de monde qui sont allés voir dans des archives en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, il est retourné par là-bas. Des crimes contre les femmes, il y en a eu tellement à cette époque-là. Les services policiers, c'est pas, tu sais, je veux dire, l'Angleterre était en avance sur son temps quand même dans les techniques policières. Déjà, de commencer à utiliser la photographie pour documenter les crimes, pour pouvoir réétudier, mais t'as pas ça partout à l'époque, là, vraiment pas. Puis, je veux dire, là, c'est des crimes aussi qui sont en monde urbain où la police peut intervenir, mais t'exclus. Tu sais, les campagnes reculées, des endroits comme ça où, je m'excuse, mais ça passe dans le beurre, tout ça. Donc, c'est vraiment difficile. S'il est parti très loin,
il a probablement pu faire quelque chose de similaire sans que ça soit bien documenté, sans qu'il y ait de photographie aussi, parce que c'est quand même les balbutiements où la photographie, les appareils commencent à pouvoir être utilisés pour pas juste faire du portrait qui prend des heures, mais ça reste encore difficile de prendre des photos à l'époque. Ben, puis comme tu dis, ça a dû passer dans le beurre aussi, parce que si tu vas dans une campagne, une femme qui disparaît... Puis il a dû apprendre à pas laisser les corps là aussi. Tu as vraiment peur de te faire coincer, ben t'apprends de ça aussi. Puis donc, tu vas cacher ou les traces de ce que tu as fait. Donc, effectivement, dans les campagnes, dans les forêts, surtout à cette époque-là, je veux dire, enterre un cadavre, même si un chien le déterre plus tard, je veux dire, il y a personne qui va faire une enquête à ce moment-là sur un corps qui est là depuis très longtemps. Là, je veux dire, ça passe sous le radar. Ce qui a rendu les crimes de Jack l'Éventreur peut-être justement... Célèbre. Du moins ceux-là, ces 5-là, ouais, célèbres, c'est la médiatisation. C'est vraiment lié à l'histoire de la presse, hein, cette histoire-là. Puis lié à l'histoire de la photographie parce qu'il y avait des photos, il y avait des images, puis et c'est sûr que ça a éveillé une conscience sociale chez la reine Victoria et chez les politiciens anglais aussi à l'époque. Mais c'est l'Empire britannique. Eux ont atteint l'apogée de la révolution industrielle à ce moment-là. Je veux dire, c'est un âge d'or quand même. Là, attends, c'est ça, là. Là, on va juste tout remettre en contexte. Donc, Jack l'Éventreur, ça se passe, tu nous l'as dit, fin 1800. Oui, 88-91. Et là, c'est comment l'Angleterre à ce moment-là? Londres en particulier? Ben, Londres est divisée en plein de quartiers. Comme je disais, ben c'est ça, t'es dans la période industrielle, mais son apogée. Là. Les Anglais, ça fait longtemps là, que ils ont développé des villes industrielles, qu'ils font une fortune. C'est un empire britannique. La reine Victoria est maintenant aussi impératrice des Indes. Ils ont le contrôle donc du coton indien. D'où les fameuses filatures de coton qui marquent toujours l'imaginaire. L'Angleterre, elle est très riche et dans ces riches-là, tu as toujours, oui, l'élite aristocratique d'origine, mais c'est ajouté les classes bourgeoises, mais qui entrent dans la classe des gentlemen, parce que ce sont des industriels hyper riches. Quand on avait parlé de Gertrude Bell, c'est un peu ça, le temps dans ces catégories-là de gens qui souvent vont avoir un statut de chevalier, comme on va dire, ils vont entrer dans la haute société, mais ils entrent par le commerce. Jane Austen, dans Pride and Prejudice, te donnait un exemple. Là. Quand on veut insulter Elizabeth Bennet et insulter le village où elle vit, ben on va dire, dans le fond, qu'il y en a qui ont atteint le statut de chevalier, mais qui étaient dans le in-trade, dans le commerce. Fait que, pour l'élite aristocratique, qui possédaient les domaines agricoles et tout ça, comme la famille de Monsieur Darcy. C'est pas le même type. Ils ont beau être riches, des fois plus riches qu'eux, ils n'ont pas atteint ce statut social-là de la même façon. Fait que ces gens-là qui habitent à Londres, habitent pas à Londres à l'année, parce que Londres est rendue une ville qui est terriblement polluée par la révolution industrielle. La Tamise, là, à cette époque-là, dans les années 1880, puis tu sais, ça pue, là. C'est-tu dans les mêmes années que la grande puanteur qu'on a parlé? Oui, t'es pile dedans. Fait que tout ce qu'on a jeté dans la Tamise arc, donc c'est sûr que l'élite a tendance à habiter dans des quartiers qui sont plus reculés de la Tamise, qui sont plus en hauteur aussi, non pas à la hauteur de la rivière, parce que c'est là que ça pue le plus. Alors, les pauvres et ceux qui travaillent justement dans les tanneries, le cuir, tout ce qui se fait sur le bord de la Tamise, ceux qui travaillent dans les bateaux, ben vont avoir tendance à habiter là où les vents envoient aussi toutes les odeurs et où les riches ne veulent pas habiter. Et ça donne un quartier malfamé qui est Whitechapel, qui est probablement vraiment le pire des quartiers où circuler dans ce Londres que Dickens va dépeindre aussi pour essayer d'éveiller les consciences de la reine Victoria et des autres à la pauvreté infantile dans ces quartiers-là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont fait des efforts à dire « Hey, ça n'a pas de bon sens que vous viviez comme ça et qu'il y a du monde qui souffre à ce point-là. » Au point où on essaie de leur trouver des logements, ce qu'on appelle les workhouses, là, les maisons de travail, où quand t'es très pauvre ou orphelin, ben je veux dire, t'es logé là, mais en échange, tu travailles, puis tu sais, tu fais la job que personne veut faire. Tu sais, je veux dire, t'es souvent pas très bien nourri au point où, quand ils s'occupaient justement des os de corps non réclamés dans les crématoriums, c'est ce que ces gens-là faisaient, ben souvent, ils gardaient les os puis ils mangeaient ce qui restait. Là. Il y a du monde qui avait faim à ce point-là dans ces conditions-là. Fait que tu sais, ça te donne une idée qu'il y a une partie de la société qui est vraiment laissée pour compte. T'as des femmes, souvent, qui, oui, sont mariées, mais tellement maltraitées par leur mari, qui quittent leur mari, donc n'ont rien. Elles vont donc trouver les moyens de vivre qui sont souvent la prostitution, mais des prostitutions dans des quartiers, par contre, où on les paye pas beaucoup et où elles vont vivre dans des petits appartements vraiment miteux, puis où elles ont de la difficulté des fois à payer leur logement. On est dans ce genre d'univers-là quand Jack l'Éventreur va choisir ce quartier-là. Et il sait, ça veut dire que c'est quelqu'un d'une société un peu plus haute qui sait très bien qu'en attaquant dans ce quartier-là, ça va faire moins de bruit parce que les crimes sont communs. C'est vraiment, vraiment commun de tuer des femmes juste parce qu'on haït sa femme, on la bat à mort. Tu sais, c'est vraiment ce genre d'univers
univers-là, les gens sont sous parce qu'ils n'ont rien d'autre, les hommes se sentent diminués parce qu'ils n'arrivent pas à faire vivre leur famille, fait qu'ils boivent encore plus, puis tu sais, ça amène vraiment comme une espèce de spirale de violence conjugale. Terme qu'on n'utilisait pas au début non plus quand on parlait de Jack l'Éventreur puis de Whitechapel, on jouait pas sur les mots de violence conjugale, mais mon Dieu que les femmes ont mangé une volée. Parce que les hommes savaient juste plus quoi faire pour essayer de se sortir de la misère, ben ils buvaient juste plus, puis je veux dire, la femme et les enfants mangeaient le coup, là. Fait que, tu sais, c'était l'endroit parfait pour attaquer, si je sais pas si mon contexte est bon. Oui, absolument, on comprend la misère, on comprend encore une fois que, ben, c'est le petit peuple, donc ça touche moins, c'est moins scandaleux parce que ça fait partie de la vie, c'est vraiment commun, c'est routinier. Puis moi, je voulais parler de la prostitution aussi. À cette époque-là, comment c'est vu, comment c'est perçu la prostitution? Ben, c'est sûr que les gens de la haute vont dire « Oh! » Mais tu sais, parce qu'eux autres, oui, le mariage, dans la société victorienne, collait monter pour l'élite, où ils sont souvent mariés avec des gens qu'ils n'aiment pas. C'est des alliances souvent matrimoniales pour rester dans les mêmes classes sociales. On joue dans cet univers-là. Quoique des couples qui s'aiment, c'est pas ça. Mais c'est sûr qu'on se doute que les hommes, dans les clubs, qui fréquentent les fameux clubs très privés, peuvent avoir du divertissement, qui viennent avec ça, puis peuvent avoir justement du plaisir en dehors du lit conjugal. Moins facile pour les dames, mais beaucoup plus facile pour les hommes de la haute société. Mais généralement, c'est fréquent des prostituées ou on pourrait dire des travailleuses du sexe. Elles vont faire partie quand même de travailleuses qui ont des conditions beaucoup mieux. Tu sais, je veux dire, tu iras pas voir un riche industriel arriver dans Whitechapel puis aller chercher celle qui a plus dedans. Si tu bois tout le temps pour te réchauffer parce que t'as froid, t'as la laine qui vient avec, tu sais, c'est sûr qu'ils descendront probablement pas jusque-là. Est-ce qu'il y a des courtisanes à cette époque-là? C'est pas ce que c'était à la cour, mettons, de Versailles, là, où la maîtresse royale et les courtisanes avaient des positions enviables et tout ça. Ce n'est plus bien vu à l'époque. La reine Victoria, qui a quand même donné l'image d'un couple uni, tu sais, un couple marié avec beaucoup d'enfants, puis elle va porter le deuil jusqu'à la toute fin, tu sais, puis elle est toujours en noir même à cette époque-là, après la mort du prince Albert. Il y a des standards, je dirais, de société où ce n'est pas bien vu. Ça se fait, mais là, ça se fait en secret. Je veux dire, il n'y a pas un roi qui va arriver avec une maîtresse royale à cette époque-là, mais pourtant, en même temps, ces gens de la haute, les princes et tout ça, parce qu'on veut qu'ils soient capables de satisfaire sexuellement leur épouse plus tard et que le couple tienne, parce que c'est important le standing, ils vont à Paris. À l'Angleterre, c'est pas bien vu. Donc, quand ils veulent ça, ben, ils s'en vont chercher les grandes horizontales de la société parisienne. Donc, ces hommes-là vont à Paris, puis ils fréquentent justement les grandes horizontales, c'est des femmes qui font ça à la maison, pas dans des bordels. Des travailleuses autonomes. Voilà, travailleuses autonomes et qui vont miser sur le fait que tu veux être... Moi, je suis de plus en plus populaire, je suis belle, tu veux être vue avec moi au théâtre, tu veux montrer que tu es capable de te payer mes services, paye, en voulant dire je vais vivre dans un hôtel privé. Matahari fait partie de ça, là. On est vraiment dans cet univers-là. Donc, les hommes de la société londonienne, de la société anglaise, ne font pas ça à Londres. Ils s'en vont à Paris. Les Allemands s'en viennent à Paris. Les Italiens arrivent à Paris. Paris rend ça chic. Donc, à Paris, il y a justement les courtisanes, c'est luxueux, ça coûte cher, tous les gens de la haute vont là, et c'est bien vu à Paris. À Londres, voilà. Dans la haute société, on fait ça plus caché, et justement, les prostituées qui font ça au grand jour, ben, ils sont de basse extraction. Extradition, les deux. Mais tu sais, en fait, c'est que ce sont les gens pauvres qui ont... Parce que ces femmes-là peuvent pas charger très cher. Là. Quand t'as plus de dents ou tu sais que t'es moyennement bien habillé puis que prendre un bain est un luxe, je veux dire, t'es pas dans la même catégorie que les grandes horizontales qui, à Paris, justement, vont être logées dans des hôtels particuliers par les hommes qui les entretiennent en échange de ces services-là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas du tout dans le même univers. Donc, tu sais, cette espèce d'idée qu'un homme de la haute société londonienne va aller le soir dans Whitechapel pour se taper une prostituée de ce quartier-là. Je veux dire, ça peut être dans un roman ou une série télé, mais c'était certainement pas la réalité. Il va prendre ses clics et ses claques, il va aller profiter de la société parisienne où il peut faire ça vraiment de manière très affichée. Puis à l'époque de la photographie, Paris, à ce moment-là, fait les premières cartes postales érotiques où on voit des femmes qui lèvent un peu leur jupe et montent leur bas de nylon, puis c'est considéré comme étant quelque chose, puis on voit le bout de cuisse, là. Les Britanniques achetaient ça, puis ramenaient ça en cachette, puis cachaient ça dans leurs livres, puis dans leur bibliothèque pour pas que ce soit vu, mais ils se ramenaient un petit souvenir. C'est tellement cute, comme je peux pas m'empêcher de trouver ça tellement cute. Ben, c'est sûr que quand nous, avec ce qu'on voit maintenant, quand tu regardes, tu sais, ce genre de petite carte postale-là qui était supposément érotique, t'es comme, ben, elle est juste en train de relever ses bas jartelles, là.
Il y a rien d'émoustillant là-dedans, là. Puis, je suis curieuse de savoir combien ça coûtait. Tu sais, mettons, là, tu dis, ça coûtait pas cher et tout, mais combien ça coûte? Parce qu'il faut remettre l'argent au niveau d'aujourd'hui, mais tu sais, je veux dire, ça dépend aussi comment ces femmes-là voulaient charger, puisqu'elles avaient besoin des fois pour payer le loyer, puis des services qu'elles allaient procurer, tu sais, je veux dire, si, il y a des femmes qui peuvent accepter, tu sais, de se faire frapper parce que l'homme dit, moi, j'aime ça donner un coup, ben, tu sais, ça va coûter plus cher, là. Puis, tu sais, il n'y a pas de contraception, là, à l'époque. Oui, le condom existe, mais je veux dire, pour les prostituées, oublie ça, là, surtout de ces quartiers-là, ça existe pas, là, fait que, mettons, je sais pas, quelqu'un qui dit, moi, ce que j'aime, c'est la pénétration anale, ça se peut qu'elle charge plus cher. Mais, tu sais, on joue dans les 5 pennies à l'époque, là, c'est rien, là, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, pour un petit 20 piastres, tchac, tchac, merci, bonsoir, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, avec 20 piastres, avec notre inflation, tu vas pas très loin, là. Bon, ben, c'est ça, tu sais, à l'époque, on joue à peu près dans ce genre de ratio-là. Je fais un portrait très, très, très large. Rentrez-moi pas dedans avec hey, non, mais ça vaut telle affaire. On s'entend que j'ai pas validé mes chiffres. Mais bon, pour donner un portrait, ça peut être à peu près ça. Et là, on va parler des victimes. Les 5 victimes officielles de Jack l'Éventreur. Qui sont-elles? La première, celle qu'on connaît le plus, c'est Marianne Nichols. Marianne Nichols et Catherine Eddowes, c'est les plus connues aussi parce que c'est la première médiatisation des crimes. Comme je te disais, il y en a peut-être eu 2 autres qui ont eu lieu à l'été 1888, mais les femmes n'ont pas été coupées. OK? Elles ont juste été tuées, égorgées pour une. Et il y a encore aujourd'hui ce doute, est-ce qu'elles seraient les premières victimes de Jack l'Éventreur qui, après ça, a comme commencé à aller un petit peu plus loin dans ses crimes. Mais si on parle vraiment des 5 victimes de Jack l'Éventreur, la première, c'est Marianne Nichols. Donc, on est le 31 août 1888. C'était une femme qui, bon, ben c'est ça, pour arrondir les fins de mois. D'ailleurs, dans le livre dont je te parle, les 5, on essaie de montrer qu'à l'origine, elles ne viennent pas nécessairement de familles qui sont où la mère, mettons, est prostituée ou des choses comme ça, mais souvent, c'est qu'elles ne s'entendent pas avec le père ou le père décède puis il était tellement en dette qu'elles n'ont plus rien puis elles se retrouvent dans ces quartiers-là. Donc, c'est des coups de malchance pour ces femmes-là de se retrouver dans ces circonstances-là. Et Marianne Nichols, c'est celle qui a été la moins maganée. Si tu me permets. Oui, je te permets. C'est horrible, mais je te permets. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce doute que les 2 autres qui ont juste été justement, tu sais, avec la gorge tranchée, est-ce qu'elles auraient pu être les premières victimes? Il y a une possibilité. Parce que Marianne Nichols, en fait, elle a la gorge tranchée, sauf que ce qui s'ajoute, c'est qu'il va y avoir, en fait, égorgé des 2 côtés. Tu sais, il y a 2 incisions, en fait, sur la gorge qui sont un peu particulières et est en partie éventrée du point de vue du ventre. Mais il n'a pas retiré les organes, il n'est pas parti avec des organes, il a juste commencé, on dirait, à la coupailler un petit peu. Et là, quand les gens trouvent le corps, c'est comme mais que c'est ça, c'est un peu particulier. Il y a quelqu'un qui a essayé comme d'ouvrir le ventre, tu sais, on n'est pas trop certain. Et déjà, là, la police intervient, là, tu sais, il y a déjà des photos qui sont prises, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là. On cherche des témoins. Il n'y en a pas. Mais Marianne Nichols, c'est une des premières photos de crime de l'histoire. Donc, quand je dis que les Britanniques, là-dessus, sont un peu comme en avance, c'est la première fois qu'on va décider d'utiliser la photographie pour non seulement prendre le corps en photo, mais le lieu où elle est prise, où le corps a été découvert, d'un coup qu'on penserait pas à des indices supplémentaires ou qu'on voudrait pas revoir un peu les endroits d'où il aurait pu arriver et comment ça s'est fait. Et elle est trouvée, c'est ça, dans un parterre par des témoins, etc. Fait que là, c'est sûr, quand on regarde où il va aller, c'est pas la pire, tu sais. C'est le genre de crime qu'on pouvait trouver dans le quartier. La différence, c'est le côté éventré un peu, là, qui a comme saisi un peu les policiers qui ont dit que c'est ça. Et là, quelques jours plus tard, en fait, une semaine plus tard, on est rendu le 8 septembre, ben là, c'est Annie Chapman qui va avoir, elle aussi, la gorge tranchée. Elle est éventrée, mais là, il enlève l'utérus. Et là, wow! On est comme, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Il avait essayé d'en éventrer une avant. On a une deuxième victime une semaine plus tard dans le même quartier. Elle aussi qui arrondissait ses fins de mois et elle faisait de la prostitution de manière peut-être un peu plus active. Puis là, son utérus est manquant. Là, les gens dans le quartier commencent à avoir peur parce que c'est différent. Là. Il y a quelque chose d'un peu diabolique à une époque où on croit au diable quand même.
Puis c'est proche une semaine, là, il y a pas un gros délai entre les deux. Non, et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un témoin. Les policiers, là, vraiment, sont comme, écoutez, avez-vous entendu quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? Parce qu'elle était assez connue, en fait, elle, dans le quartier, plus que Marianne Nichols, justement parce qu'elle aimait jaser, quémander un peu d'argent pour boire un coup. Tu sais, elle était un peu plus loquace aussi dans le quartier. Et il y a un témoin qui a dit, ben moi, je l'ai vu avec un homme, puis il y avait un accent étranger, et il lui aurait dit, will you? Est-ce que vous allez, acceptez-vous, tu sais, de coucher avec moi, finalement? Puis elle aurait dit oui. C'est la seule fois qu'on entend parler vraiment d'un témoin qui a entendu un homme avec une des victimes. Et c'est de là sont parties la plupart des théories qui mènent à notre barbier polonais. C'est l'idée qu'il a un accent étranger, donc il n'est pas anglais. Et ça fait un débat, je te dirais encore aujourd'hui, parce que est-ce que c'était une façon de rassurer la population que jamais un Anglais ferait quelque chose comme ça? En disant qu'il a un accent étranger, c'est comme une façon de dire « Ah, c'est un étranger ». Parce qu'un Anglais ferait jamais quelque chose comme ça. J'ai l'impression aussi que ça doit y aller avec le bon vieux racisme, là. Tu sais, j'ai l'impression que ils ont toujours accusé, justement, tu sais, dans l'histoire, là, ben, il y a toujours eu les Juifs, il y a toujours eu ceux qui sont pas pareils comme nous, les immigrants, ceux qui viennent d'ailleurs. Fait qu'effectivement, ça tient la route, cette théorie-là, là. Oui, puis mais c'est ce qui a mené plein de monde à chercher des étrangers qui résidaient à Londres. Dieu sait qu'il y en avait quand même beaucoup à l'époque, là. Surtout du côté de la haute société avec le commerce et l'industrialisation, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis je veux dire, l'Empire britannique touchait tellement de territoires qu'il y avait quand même un mélange qui commençait à s'opérer au sein de la société aussi. Mais donc ça, c'est dans les archives de la police, par contre. C'est pas une invention, mais est-ce que le témoin a vraiment entendu un accent étranger ou ça a été une façon, lui aussi, de se rassurer que... Mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que comparé, tu sais, les photos, on peut les revoir, on peut les réanalyser, tandis que là, un souvenir audio écrit, c'est quand même plus dur à valider, là. Oh oui, mais à l'époque, on ne l'a pas senti, ça. Nous, c'est ça quand je te dis de réviser l'histoire, c'est que là, nous, avec notre regard d'aujourd'hui, puis comment on est plus éveillé à certains enjeux sociaux, là, on fait comme, ben voyons, tu sais, je veux dire, c'est comme évident que... Mais à l'époque, les gens n'ont pas perçu ça, tu sais, je veux dire, ça, c'est pas... tu sais, bon, on a encore de la misère dans notre propre société à parler de racisme systémique, on veut pas le reconnaître quand on l'a d'en face. Tu sais, c'est ça. Un autre bon indice, c'est l'utérus, là, dans le sens que moi-même aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais capable de reconnaître un utérus en vrai. Là, en 1888, être capable d'aller le chercher, puis tu sais, ça prend quelqu'un qui est éduqué quand même, ou qui a une connaissance des organes internes, là. Oui, mais une connaissance des organes internes, des fois, qui peut avoir été apprise sur des fermes. Tu sais, il y a plusieurs théories qui sont possibles par rapport à ça. Est-ce qu'il a fait un peu d'études en médecine, il a débarqué? Tu sais, je veux dire, il y a plein de théories pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas de réponse. Hein. Puis ça dépend de quel milieu il vient. Est-ce qu'il est britannique ou pas? À quoi il a eu accès dans son pays s'il n'est pas britannique? Tu sais, je veux dire, c'est toutes des questions qui sont légitimes, mais qui dans les faits, pour lesquels on n'aura probablement jamais de réponse. T'sais, ça fait partie un peu du problème. Mais à partir du deuxième crime, enlever l'utérus, c'est là que la panique commence vraiment à s'installer dans la population. Et c'est là, en fait, le journaliste a écrit la fameuse lettre Dear Boss, qui est la lettre qui est signée Jack the Ripper. C'est là que ça arrive. Tu dis que la panique s'empare de l'Angleterre, mais est-ce que c'est Whitechapel? Est-ce que c'est Londres? Ou vraiment ça se répand partout dans le pays? Ben là, c'est Londres. Mais c'est sûr que, encore une fois, tu es à l'époque de l'âge d'or des journaux. Même la France va en venir à couvrir Jack l'Éventreur. Les États-Unis vont en venir à le couvrir. Quand le nom va sortir. Alors, comment se faire de la pub et une pub internationale? Dear Boss. Cette lettre qui est supposément envoyée dans les médias par Jack l'Éventreur. Il signe Jack the Ripper. On le sait aujourd'hui, donc, a été écrite par un journaliste qui voulait vendre des journaux et s'assurer que l'histoire vive dans les journaux. Parce que, avec les photos de scènes de crime, mais aussi comment la population fait comme, ben voyons donc, il a enlevé l'utérus, on tient comme un jus, là, tu sais, il y a de l'histoire. La fascination pour le macabre existait déjà à cette époque-là. Il fallait la nourrir, et pour la nourrir, ben, il fallait créer un personnage, et on a créé un personnage. Alors que la police, pour 2 cas, n'est pas encore certaine, est-ce que c'est le même gars? T'sais, ils sont pas tout à fait sûrs encore à ce moment-là, là, c'est juste le deuxième crime, mais les journaux rentrent là-dedans, là, tu sais, ça y est! Fait que là, ça va commencer à créer un engouement chez la haute société qui lit les journaux, puis fait comme, ouh, il se passe quelque chose. Mais tu sais, pour l'instant, ils se calissent, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, des pauvres, et c'est plus le côté
est-ce qu'ils vont trouver le tueur, tu sais, qui les intéresse parce que c'est loin d'eux et c'est pas important. Mais là, quand les crimes vont commencer à s'accumuler, ça va prendre une tournure différente où là, on va vraiment demander à la police de faire de la surveillance dans le quartier parce que les gens du quartier de Whitechapel sont en danger, ils ont peur, mais parce que c'est des pauvres, souvent, on a tendance à pas s'occuper d'eux. Là, quand il va faire ces 2 autres crimes très, très rapides, c'est sûr que ça change la donne. Parce que là, il va jouer sur une autre carte, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre Dear Boss? Ben, pas grand-chose, en fait. Il dit, tu sais, vous faites pas du bon travail, les policiers, tu sais, vous êtes nuls. Tu sais, c'est un peu ça, en fait, là. Le boss, c'est le chef de la police, puis il dit en voulant dire, tu m'attraperas jamais. Tu sais, c'est très, très fait pour être comme un conte, là, tu sais, que ça puisse se suivre comme un conte. Fait qu'il est en train, en fait, d'humilier la police. Dans Dear Boss, c'est ça qu'il fait. Vous êtes nuls, vous m'attraperez jamais, et je signe ma foutue lettre, Jack the Ripper, en voulant dire, ayez peur. Mais c'est pas lui! Fait qu'aujourd'hui, on sait que tout ça, c'était une fabrication, ce qu'on savait pas à l'époque. Et ça, c'est sûr que, tu sais, le journaliste était très bright, il était très intelligent, tu sais, il a créé une histoire, tu sais, qui a commencé à intéresser les journaux parisiens, parce que les Londoniens qui étaient à Paris voulaient quand même suivre certaines histoires. Fait que c'est sûr que, tu sais, très vite, les journaux des grandes villes européennes vont commencer à couvrir ce qui se passe, surtout qu'il y a des photos de ça. Là, on voit, c'est pas des dessins. C'est vrai. Ça vient comme humaniser le crime, et c'est ce qui a rendu ça si populaire, hein. C'est le fait que là, c'est humain, parce que c'est pas une esquisse. Avant, quand il y avait des crimes, même aux États-Unis, tu avais des dessinateurs, en fait, qui étaient mandatés pour dessiner la scène de crime pour garder dans les archives, mais c'est pas la même chose que de voir la photo. Mais ils mettaient les vraies photos de scènes de crime, là, cadavre. Ça a fini par sortir, oui. Oh, ouais, ça a fini par sortir dans certains journaux. Ben, tu sais, t'es à une époque, pas que la police est corrompue, mais des fois, pour aider à attraper quelqu'un, faire peur, c'est bon, là. Ils savaient pas trop, en fait, comment s'y prendre. Ils ont essayé plusieurs techniques. C'est un peu ça qu'on voit. C'est le début des premières photos de crime, là. Fait qu'il y a comme une utilisation différente qui arrive avec ça. Et là, arrive quelque chose qui va inquiéter, c'est que, bon, le deuxième crime, c'est le 8 septembre, et là, il attend un peu, et le 30 septembre, il fait 2 meurtres en 40 minutes. Ça veut dire que 2 femmes qui sont tuées à 40 minutes d'intervalle. La première, en fait, c'est qu'il a manqué de temps où il a été surpris par quelqu'un. C'est Catherine Eddowes. Dans le fond, elle a eu juste la gorge tranchée, mais il l'a tranchée jusqu'à la colonne. Fait que, tu sais, ça te donne une idée de la profondeur, là, tu sais. Puis, il a réussi à y retirer le rein gauche, mais il n'avait pas fini comme son espèce de mutilation. Il semble avoir été surpris, puis il a fait ça. Il l'a laissé dans une rue, là. Et il part. Il s'en va. Probablement qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au moment où il faisait son crime, puis il a fait « fuck ». Faut que je m'en aille. Et là, il va aller attaquer quelqu'un d'autre après, tu sais. C'est quand même assez particulier. Fait que la première, il tranche juste la gorge. La deuxième, ben là, il va non seulement lui trancher la gorge, mais il va y retirer le rein, puis il va la mutiler aussi. Donc, là, les gens ont vraiment peur parce que c'est, comment je pourrais te dire ça, tu sais, ça marque l'imaginaire que là, on est vraiment dans la mutilation. Il n'a pas juste pris un utérus, mettons, par curiosité scientifique. Il y en a une qui n'a pas eu le temps, il a tranché la gorge. Tu sais, vraiment, de manière, tu sens que ça a été fait de manière très, très violente. Il est surpris, il avait commencé à la mutiler, il est parti. L'autre, ben là, il a mutilé, il retire le rein, puis tout le kit. Là, ça devient très graphique. Puis là, on sent qu'il a un besoin parce qu'il en a fait 2 en 40 minutes. Les organes qu'il retire sont pas retrouvés, ils sont pas pitchés plus loin, donc clairement, on pense qu'il est parti avec pour les garder en souvenir ou quelque chose du genre. Ouais, mais là, c'est là que les médecins interviennent aussi, parce que là, on est rendu avec 4 victimes. Donc, les médecins sont quand même capables de dire, ben, c'est le même type de coup de lame, ils coupent de la même façon. Il sait comment faire une chirurgie, ou du moins, il sait comment couper des chairs, il sait comment couper des nerfs. Là, les médecins interviennent. Fait que, tu sais, l'idée du médecin légiste aussi, prendre du galon avec Jack l'Éventreur, parce qu'on a besoin de cette expertise-là pour comprendre. Les 2 premiers crimes, c'était une chose, mais déjà, avec l'utérus retiré, on avait dit pour que quelqu'un effectivement retire un utérus, il sait ce qu'il fait. Mais là, en étudiant les 2 victimes, à 40 minutes d'intervalle, les médecins disent, bon là, il a manqué de temps, on voit qu'il l'a fait vraiment rapidement pour trancher la gorge, il l'a fait avec violence, c'est très profond, mais il a manqué de temps, puis bon, il n'a pas pu faire ce qu'il fait, mais l'autre victime, donc quand on arrive à Catherine Eddowes, ben là, on voit qu'il est fâché, donc il mutile en plus d'enlever le rein, mais les médecins sont capables de dire c'est les mêmes coups de lame, ils fonctionnent toujours de la même façon, et on est capable de reconnaître qu'il y a un style, finalement, il y a une signature dans la manière de couper les chairs. Et ça aussi, ça va alimenter beaucoup les journaux.
Mais il faut dire que là, il va y avoir une pause parce que tout le monde le traque et ça alerte énormément le Parlement. Là, ça se rend au Parlement de Londres. Et là, les gens vont en parler, vont dire, écoutez, là, ça a beau être un quartier pauvre, même la reine Victoria intervient, on va leur dire, notre rôle, c'est de protéger la population, qu'elle soit pauvre ou pas. Ça va prendre de la surveillance policière. On ne peut pas laisser ces gens-là à risque comme ça. Fait que c'est sûr que ça a éveillé les consciences sur la réalité du quartier de Whitechapel aussi, pourquoi il est là. Donc, tu sais, au Parlement, politiquement, c'est la discussion qu'on va avoir. Pourquoi avoir choisi ce quartier-là pour faire des crimes comme ça? Et ça met un miroir face à la haute société qu'on veut pas toujours voir, c'est qu'on s'en contrefiche des pauvres, puis voilà le résultat, là. Et là, c'est en train de faire le tour du monde, et donc c'est pas bon! Principalement pour leur image publique qui se sont penchés là-dessus. Ben, le Parlement peut-être un peu, mais la reine Victoria, c'est très sincère, tu sais, je veux dire, elle a toujours quand même voulu aider un peu, elle a souvent été éveillée quand même à la situation des plus pauvres, mais elle n'a pas un gros pouvoir décisionnel, elle a un pouvoir d'influence, la reine Victoria, et c'est là, en fait, où elle est souvent limitée, mais elle va faire pression, là, parce que non seulement ça ne donne pas une bonne image, mais les gens meurent, là, écoute, c'est quand même violent. Mais puis c'est surtout vraiment rapproché. Les 4 premiers, là, ça se fait en très peu de temps. Fait que ça aussi, ça l'a dû marquer. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans les rues, il y a déjà des lampadaires ou dès qu'on sort, c'est super noir? Non, t'as des lampadaires au gaz. Donc, fin du 19e siècle, tu sais, t'as ceux qui allument les réverbères et tout ça, il y a quand même de l'éclairage. Puis, il faut dire que dans des quartiers comme ça, depuis toujours, t'as des torches aussi, là, qui peuvent être insérées, là, à l'extérieur des maisons, dans les coins de rue et tout ça. Mais ça reste que dans Whitechapel, t'as pas l'éclairage que tu vas avoir dans le haut de la ville de Londres, etc. Mais il y a quand même une forme d'éclairage. Mais c'est sûr que les coins de ruelle, tu sais, encore aujourd'hui, un fond de ruelle, même à Montréal, je veux dire, si quelqu'un allume pas ses lumières en arrière sur ses balcons, ben, c'est un fond de ruelle, tu sais, c'est pas là que tu vas mettre de l'énergie pour éclairer. Fait que c'est sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de raccoins où le faire. Mais là où il va avoir été le plus violent, c'est que, justement, pour ne pas se faire prendre à nouveau dans les rues, la dernière, il la tue dans son lit. Là, il va avec toute sa puissance et son agressivité. Quand est-ce qu'il la tue? Après combien de temps après ces 2 dernières victimes? Ben là, on est rendu en novembre, donc le 9 novembre 1888 quand même. Fait que là, tu vois, il y a espacé 30 septembre. 9 novembre. C'est pas tant que ça. Tu sais, c'est un mois et un mois et demi. Ouais, mais il a attendu quand même un peu plus longtemps. Fait que tu vois que là, il savait qu'il était peut-être mieux de se cacher quelque part puis de faire... Avec ce bruit-là chez lui. Je suis mieux d'attendre, ça va pas très bien présentement. Je vais attendre un petit peu. Mais la victime s'appelle Mary Jane Kelly. Mais celle-là, s'il l'a tuée chez elle, est-ce qu'il est rentré par effraction chez elle ou elle l'a invité? De ce qu'on en comprend, elle l'a invité. Ça veut dire qu'elle acceptait de coucher avec lui, mais plutôt que de le faire dans une rue, une petite vitre contre un coin de rue, ce qui était assez fréquent à l'époque. Elle a accepté de le faire rentrer dans sa petite chambre qu'elle louait, là, qui était une petite chambre très, très modeste de ce quartier-là. Et là, c'est sûr que c'est les images, ça, je vous invite à aller les voir. Les photos de Mary Jane Kelly sont horribles. Elle avait 25 ans et c'est le propriétaire du logement qui va la trouver le lendemain puis qui va comme faire il aurait aimé mieux pas trouver ça. Parce que c'est ça, c'est dans une chambre, c'est plus intime hein, que dans une rue quand tu trouves quelqu'un comme ça dans son lit. Mais là, il lui a coupé la tête, il lui a complètement défiguré le visage, elle est méconnaissable, je veux dire, elle a le visage entièrement coupaillé, on a les photos de ça, là, donc on le voit, il a enlevé tous les viscères et surtout, il est parti avec le cœur. Fait que là, ça, c'est un peu dégueu. Puis l'éviscération, là, il a laissé des morceaux sur la table de chevet, sur le lit. Les photos, d'ailleurs, de scènes de crime sont assez révélatrices. Tu sais, je veux dire, tu peux pas reconnaître son visage, il n'y a plus de visage. C'est aussi simple que ça. Elle, c'est la dernière, c'est comme si elle se disait, hey, là, à cause de vous autres, parce que vous me courez après, je peux plus rester ici, fait que je me dépêche, puis tu sais, tout ce que je peux pour me venger au maximum. Mais tu sais, ce crime-là, quand tu le regardes, avec les techniques d'aujourd'hui, les évaluations psychologiques des crimes qu'on a maintenant, tu sais, le profilage et tout ça, ce qu'on voit, c'est vraiment un tueur en série qui est comme dans l'espèce de transe d'en faire encore plus, mais on sent une haine envers les femmes pour les couper, les trancher comme ça, défigurer complètement, puis tu sais, couper la tête, laisser les morceaux partout. Il y a comme, en plus dans le lit, tu sais, on sent vraiment, c'est pour ça que le mot féminicide est utilisé maintenant, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une haine envers le corps de la femme. C'est un peu ça qu'on sent en fait dans les crimes de Jack l'Éventreur. C'est ça qui est de nouveau en fait dans les interprétations de cette histoire-là. Fait que j'espère pas trop vous avoir coupé votre dîner, souper, collation, thé d'après-midi avec ces récits. Fait que tu sais, ça se passe en 88, oui, mais pourquoi on dit jusqu'en 91, c'est que les
des enquêtes. Il va y avoir d'autres crimes, en fait, qui vont être perpétrés plus tard dans Whitechapel. Et les enquêtes policières, en fait, vont durer jusqu'en 91. Alors, après ça, ben là, on réalise qu'il n'est plus là. Les autres crimes, on hésite à lui attribuer. C'est trop différent. Et c'est comme la fin de l'enquête, en fait, en 1891, là, où il n'y a vraiment plus de recherches qui sont faites parce qu'il ne semble plus être là. Et effectivement, ben, c'est comme s'il était disparu dans un nuage quelque part. C'est fou qu'en seulement, tu sais, quelques mois, puis 200 ans plus tard, on en parle encore, là. C'est vraiment à quel point ça l'a marqué l'imaginaire à l'époque puis que ça l'a traversé le temps, là. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en même temps, ce qui a marqué, c'est que c'est le début vraiment des enquêtes criminelles, bon, avec photo, mais tu sais, même si les empreintes digitales vont commencer à arriver, ils utilisent pas encore ça à l'époque, tu sais, puis il y a pas d'ADN. Ils savent distinguer le sang humain du sang animal avec les médecins, mais tu sais, je veux dire, ils savent reconnaître du sang artériel, mais tu sais, c'est à peu près tout, là, c'est pas... mais la fascination va venir de là, c'est qu'on a pour la première fois quand même de la documentation par les journaux, par les archives policières, par c'est ça, les photographies. Encore en 2021, tu peux étudier la scène de crime. Donc c'est un peu ça qui rend, je pense, les crimes de Jack l'Éventreur, ça les fait vraiment rentrer dans l'histoire pour cette raison-là, c'est le fait qu'il y a de l'archive. Mais moi, ce que je trouve vraiment triste dans cette histoire-là, ben évidemment les victimes, mais ce que je me dis, c'est à quel point tu devais être désespéré et avoir besoin d'argent pour, alors que tu sais qu'il y a un tueur en puissance dans ton quartier, sortir quand même, aller te prostituer. Moi, c'est ça que je trouve, tu sais, ça montre à quel point il était bas, puis à quel point il était vraiment acculé, là, comment il était coincé, puis qu'il avait besoin d'argent pour mettre ta vie en danger. Ça me brise le cœur, vraiment, là. Je pense que ça a été le contre-coup quand même parce que après, même si ça a été long avant que dans l'histoire, dans les manuels, on donne justement plus une parole et une voix à ces femmes-là. Ça a quand même, tu sais, au-delà de la reine Victoria, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits d'ailleurs dans le quartier de Whitechapel. Il y a des logements qui ont été détruits, qui ont été reconstruits parce que ben, on réalisait que, tu sais, ils étaient pas sécuritaires, que les gens vivaient dans des conditions exécrables. Il y a vraiment eu beaucoup de mesures qui ont été votées pour améliorer ce quartier-là qui a changé de visage en une dizaine d'années après et qui est devenu donc beaucoup plus agréable, beaucoup plus sécuritaire pour les habitants, puis moins sale. On a comme réalisé, ben on va faire le ménage là. Je veux dire, on peut pas laisser les gens vivre là-dedans parce que les journaux internationaux se sont intéressés à ça, puis en fait, il y a ça comme quartier, là. L'Empire britannique, à sa puissance, laisse une partie de sa population dans la merde. En fait, c'est un peu ça. Ouais, fait que ça a éveillé un peu les consciences sociales, forcées. Ouais, c'est ça! Forcé, mais ça a éveillé les consciences sociales. Mais tu vois, avec les points de vue plus modernes, ben on peut encore réétudier cette histoire-là, puis justement, là, on est rendu à donner une voix à ces victimes-là, tu sais, à dire, oui, elles étaient prostituées, mais comment on en vient à être prostituée ou à accepter de coucher avec quelqu'un contre de l'argent sans exercer le métier, mais des fois pour arrondir les fins de mois parce qu'on n'arrive pas à payer un loyer. Là, on entre dans une nouvelle façon aussi de voir cette histoire-là, plutôt que de glorifier le tueur. Encore une fois, on va mettre la loupe sur mais pourquoi ces femmes-là se sont retrouvées dans cette situation-là? Est-ce que tu penses qu'on va le trouver un jour, Jack l'Éventreur? Je veux dire, au nombre d'enquêtes qu'il y a eu, entre autres avec celle qui écrit des romans de scènes de crime, qui est Patricia Cornwell, tout le monde s'est penché sur la question. J'avoue que la théorie du barbier polonais est la plus intéressante, mais c'est encore là, c'est parce que tu pars avec l'idée qu'il y avait un accent étranger. Tu sais, si on avait pu avoir de l'ADN, tu sais, si on avait pu avoir des échantillons qui avaient survécu au temps, avec les techniques d'aujourd'hui, oui. Le problème, c'est qu'en fait, ces archives-là, on les aura jamais. C'est ce matériel-là pour réétudier une scène de crime, au-delà des photos, au-delà des archives, on les aura jamais. Fait que ça fait en sorte que, je pense pas. Je pense que il va toujours planer un petit mystère. Je pense que c'est ce qui va faire que cette histoire-là va survivre encore très très longtemps pour ceux qui s'intéressent aux tueurs en série et tout ça. C'est sûr que Jack l'Éventreur, tu sais, c'est comme le premier, c'est comme un des un des premiers documentés. Il y a eu des gens qui ont tué, mais pas dans cette optique de tueurs en série, tu sais, puis qui ont été condamnés, pendus et tout ça avant, là. Je veux dire, dans l'histoire, on a quand même des archives de tueurs avant ça, mais qu'on peut faire entrer vraiment dans l'idée d'un tueur en série avec un modus operandi, avec justement aussi cette espèce de montée, en fait, de la violence. Là. La violence de ce qu'il fait subir aux femmes, l'agressivité aussi. Je veux dire, c'est effectivement un des premiers documentés. C'est là-dessus que j'insiste. Voilà.
Puis en terminant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur Jack l'Éventreur? Sur Jack l'Éventreur, pas nécessairement, mais peut-être justement de réaliser que des fois, quand on a lu un livre d'histoire qui date des années 90, des choses comme ça, ben il peut y avoir eu justement au fil du temps, dans la façon de faire l'histoire, des fois des changements qui sont assez importants et assez intéressants. C'est un peu ça, en fait, que je voulais démontrer en utilisant l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est vraiment intéressant, Evelyne. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour recommander la série Whitechapel qui se passe justement au moment des crimes de Jack l'Éventreur. On suit les policiers, l'enquête et tout. Évidemment, il doit avoir des petits coins romancés, mais si vous nous avez écoutés puis que vous écoutez cette série-là après, ben vous serez capable de déterminer le vrai du faux. Evelyne, merci beaucoup encore une fois de nous avoir partagé tout ton savoir. Mon grand plaisir et bravo pour ta synthèse. T'arrives toujours comme à faire la boucle dans ce que je dis, à faire vraiment comme une espèce de belle synthèse à chaque moment important. Des années de pratique. Bravo! Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir!